Bienvenue dans ce 19e lundi d'orthopédie qui a pour thème les fractures, luxation du pied, qui sera modéré, Inch'Allah, par Dr Abdelkafi, Dr Karim Aïch et Dr le président On aura au total 5 dossiers, un guide pédagogique surtout. On va faire leur micro sordi lorsque l'orateur présente. Et on aura le temps pour discuter de l'équipe de Benarous. S'il vous plaît, mettez les micros en sourdine. S'il vous plaît, mettez les micros en sourdine. Nouri, à toi la parole. Hein. Thank you, Dr. Amri, for associating me to this work. I will start with the first phase. It's about a 36 years old female with no medical history, consulting after a domestic accident, closed trauma of the right foot. She had pain and swelling of the fifth metatarsal base. An X-ray was indicated, showing a fracture of the proximal part of the fifth metatarsal bone, commonly known as Jones fracture. What would you do to this fracture? An orthopedic treatment with a cast below the knee, functional treatment, percutaneous screw, or tension band. So most of you choose the percutaneous screw. We are going to see the answer later. To start with, the fifth metatarsal base fracture are the most common fractures of the foot. They was classified by Lawrence and Butler in the 1963 in three types of fractures. The fracture avulsion, which is a fracture of the zone 1, as shown in the diagram. There are the most frequent, 2/3 of all the fractures of the fifth metatarsal bone. The Jones fracture, it's a fracture of the zone 2, as described by Lawrence and Butler. And the diaphyseal stress fracture, which are commonly chronic stress fractures. Jones fracture was first identified by Sir Robert Jones in 1902 after a fracture of his own foot. It is defined as a transverse fracture of the metaphyseal diaphyseal junction of the fifth metatarsal base, zone 2 of the base of the fifth metatarsal. The mechanism is usually a lateral directed inversion twisting of the foot or falls from the standing height. It touches young male athletes in sports of running and jumping sports. There are so many therapeutic options for this fracture. Functional treatment with or without weight bearing, orthopedic treatment with a below the knee cast, and surgical treatments, percutaneous pins or screws or tension عمل bands. اوكي عمل اوكي لو اختارك تخليها مسجلة. The main indications, the indications of the therapeutic options depend mainly on the displacement of the fracture. Most of the other recognized orthopedic or functional treatment when not displaced. The displacement is defined as displacement over 2 millimeters. Surgical treatment is indicated if the fracture, if the displacement is over 3 millimeters, or in young athletes. So why the operative treatment? It helps in earlier recovery, less risk of secondary displacement, and avoids long period of immobilization. So as most of you said, it's we choose the percutaneous screw for our patient. Surgical technique is simple. We start inserting the guide wire in the proximal part of the fifth metatarsal base.
Then we start trimming with the 3.2 drill intramedullary. We choose the right size of the wire, and then this is the ideal final image. For the choice of the screw, there is no specified type or length recognized, but all the others say that larger is better. Longer size to remain in the intramedullary canal. Titanium versus stainless steel, there is no significant difference between the two types of the screws. But here, pitch headless compression screws have less compression at the fracture site with an inferior fatigue strength than conventional screws. That's why most of the others choose the conventional screws. At 45 days, we received our patient. The fracture was not healed yet. She had less pain, and there was no infection sign. Partial white bearing was indicated. Non, vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Non-union and delayed healing may be due to the watershed blood supply, as described in this paper. This junction between the metaphysis and diaphysis of the fifth metatarsal is prone to poor healing due to the poor vascularization. It might take up to 12 weeks for non-operative treatment and 6 to 8 weeks for operative treatment. 3 months postoperatively, we received our patient here again, almost healed. There was no pain, and the full weight bearing was indicated. This is the last follow-up picture at 18 months. She was fully healed and back to her normal life. The take-home messages of this topo is do not confuse with the fracture aversion of the fifth metatarsal tuberosity. The zone 2 has a precarious vascularization. This is why it might take time to heal. Discuss operative treatment if displaced over 2 millimeters and in young athletes. Operative treatment might take time to heal. This is why you need to give it a chance. Thank you for your attention. Bravo, merci Nouri. Merci Dr. Mani pour le cas. Merci à vous. Dr. Abdelkader, je vous cède la modération, surtout pour analyser le résultat de quiz. Oui, bon, le résultat, d'abord, avant de commencer, je voudrais tout d'abord féliciter le Dr Karim Ben Aïcha qui a été élu à la tête du groupe d'études pour la chirurgie du pied et de la cheville. Il succède donc au précédent coordinateur, moi-même et Dr Qais Nigrou. Et je le félicite pour... Félicitations, Karim. Merci, merci. Merci. Alors, nous avons choisi ce cas parce que déjà, c'est un cas straightforward, simple. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez garder vos micros fermés? S'il vous plaît. C'est un cas fréquent, c'est une fracture fréquente, comme l'a dit Nour, et c'est la fracture la plus fréquente au niveau du pied. Et donc, c'est la fracture que vous allez le plus voir parmi tous les cas qu'on va présenter aujourd'hui. Et il y a toujours une controverse quant à faire un traitement orthopédique ou un traitement chirurgical. Et là, Nouri a bien démontré que chez les jeunes, surtout chez les sportifs, par un souci d'une moindre immobilisation, d'un retour plus rapide à la rééducation et donc à l'activité sportive, et si le déplacement est important, c'est-à-dire 2 mm ou plus, s'il y a un diastasis qui est bien visible à la radio, il est préférable d'opérer. Maintenant, opérer par un vissage ou par un obanage, les deux permettent de faire une bonne compression. Peut-être le vissage est moins invasif, disons. C'est une toute petite incision. Le banage, il faut quand même ouvrir plus, faire le trajet du fil de cerclage, etc. Mais le vissage avec des vis spécifiques, c'est-à-dire des vis malléolaires, qui sont filetées uniquement à l'extrémité, et ça permet de faire une bonne compression avec, comme dans ce cas, l'utilisation d'une rondelle.
Mais il faut être patient. Il faut être patient parce que, comme l'a montré Nouri, le cas radiologique peut tarder un peu. Et donc, il faut laisser la chance à la fracture de consolider. Mohamed, tu as tout à fait raison sur tout ce que tu as dit, mais euh, les avis divergent un peu là-dessus, surtout pour la décision du traitement chirurgical. Moi, personnellement, je propose le traitement chirurgical pratiquement pour tous les, pas uniquement les sportifs, mais tous les jeunes actifs qui ont un diasthésis, comme vous l'avez dit, bien visible sur la radio, ou bien un déplacement. Et là-dessus, je préfère plus le banage que le vissage percutané. J'essaie toujours d'avoir une réduction parfaite à ce niveau-là. Et puis, il y a toujours la force de traction du cours péronnier. Donc, on change cette force de distraction à une force de compression avec généralement un bon résultat. Le vissage percutané, je le fais généralement pour des fractures de fatigue, de joints, donc les vrais joints non déplacés chez les sportifs, et je mettrai une vis un peu plus large, une vis spongeuse comme un enclouage centromédulaire. Et pour le banage, tu n'as pas de problème de conflit cutané avec le chaussage après? Sincèrement, j'ai opéré pas mal, pour tous les cas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que je conseille aux patients de faire l'ablation du matériel au bout d'un certain temps, et dans la majorité des cas, bon, donc la quasi-totalité des cas, ils ne reviennent pas pour enlever le banage, ou bien ils viennent pour le contrôle après un an et ils disent qu'ils n'ont pas de problème. Mais j'essaie quand même toujours de les convaincre à enlever ça. Donc pour moi, je préfère le banage, le vissage, comme je l'ai dit, pour les fractures non déplacées ou bien les fractures de fatigue. Et pour le traitement non chirurgical, donc plutôt fonctionnel ou plâtre? Plutôt plâtre pour, juste pour un souci d'observance. Les patients vraiment qui sont bien coachés, que j'arrive à bien les dompter, j'arrive à faire un traitement fonctionnel avec une décharge simple, bien une marche sur le talon, et ça marche très bien dans les fractures non déplacées. Et c'est pas le cas Karim, pour la majorité. C'est pas le cas pour. la place de Stéphane Bicoque, Karim. Pardon, la telbicoque. Sincèrement, Ouais. je ne l'ai pas essayé. C'est pas parce que c'est pas Pas le efficace. plâtre classique. C'est pas parce que c'est pas efficace que je l'ai pas essayé, mais Parce que le but, c'est c'est de bloquer les versions inversions. exactement, oui. Sincèrement, j'ai pas l'expérience là-dessus. Karim, نسمع رأي سي سفيان. le but, c'est de bloquer les versions. Tu peux garder la version plantaire. Oui. En tout cas, personnellement, je ne plâtre jamais. Moi, je suis anti-plâtre. J'ai été opéré plusieurs fois sur les chevilles. Je sais ce que c'est un plâtre. Alors là, c'est une horreur. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'indication. C'est pas parce que l'indication est. Tant que l'indication n'est pas absolue, je ne mets quasiment jamais de plâtre. Je mets un traitement fonctionnel, marche avec des chaussures inversées sur les talons. Au lieu de consolider en 6 semaines, ils consolideront certainement à 8 semaines ou à 10 semaines. Les patients sont avertis sur le délai de consolidation qui est plus long que l'immobilisation, mais c'est beaucoup plus confortable que d'être condamné dans un plâtre et marcher avec de cannes-béquilles, une chaussure à appui talonnier. C'est essentiellement pour les fractures de type 1. Dans les Jones, dans les vrais Jones, si elles ne sont pas déplacées, j'y vais aussi pour un traitement fonctionnel. Je ne plâtre pas. Quand c'est un traitement chirurgical, je fais une vis percutanée avec double filetage, comme les grandes de diamètre 4, comme les vis de Scarf. C'est en percutané, il n'y a pas de cicatrice, j'ai pas de problème. C'est vrai que le haut banc semble avoir plus de tension, mais en tout cas dans la littérature, on n'a pas encore
d'éléments décisifs en faveur d'une technique par rapport à une autre. La telle inverse, la telle double bicoque, je ne l'ai jamais essayé. Tout simplement, quand les patients sont cortiqués, ils marchent sur les talons quand ce n'est pas déplacé. Quand c'est déplacé, c'est chirurgical. Concernant le vissage, personnellement, je l'utilise quand la fracture elle est non déplacée. Un vissage percutané par des vis avec un double filetage, oui, ou bien une vis malléolaire, mais exclusivement quand la fracture est non déplacée. S'il y a un déplacement dans un souci de bien réduire la fracture, là, j'aborde et je mets un emballage. Pour le Je plâtre, Donc, il le n'y a pas message de... à cette n'ai partie, jamais, il y a, obané, même dans les pseudarthroses. Même dans les pseudarthroses. Dans les lorsqu'il y a un pseudarthroses, je déplacement, rime on le pousse vers maximum. le traitement. Donc, le message, c'est lorsqu'il y a un déplacement, on pousse le maximum vers le traitement chirurgical, quelle que soit la technique. C'est ça. Oui. Et le traitement fonctionnel est préservé pour les fractures non déplacées strictes et pas pour les fractures de fatigue aussi, les fractures fraîches. Juste, on manque de temps, donc on va passer au deuxième cas clinique. Je crois que c'est le message du premier cas clinique. Le deuxième cas clinique, s'il vous plaît, c'est quelle équipe? Qassab adulte. Qassab adulte. Yahya, est-ce que tu es connecté? Donc, bonsoir tout le monde. Oui, vas-y Ben Ali, hein. Donc, c'est un homme, 50 ans, actif, sans antécédent pathologique notable, victime d'un accident de travail, écrasement du membre inférieur gauche par un mot de charge, lui occasionnant un traumatisme étagé de la jambe et du pied gauche. Donc, le malade a été acheminé à H1 post-traumatique. L'examen clinique montre un examen général strictement normal, un examen orthopédique patient sur brancard, impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche, déformation du pied, œdème de la face dorsale du pied, douleur à la palpation du pied et de malléole interne et de la face externe de la jambe, égratignure de la face interne et antérieure de la jambe, pas de déficit sensitivo-moteur, pas de complications vasculaires. Le bilan radiologique a montré une fracture luxation de Chopard avec une fracture bimalléolaire sus-tuberculaire. Donc, le TDM montre une fracture luxation de Chopard avec fracture du rostre calcanien et subluxation calcanio-cuboïdienne, fracture dorsale du cuboïde, fracture du naviculaire avec luxation naviculaire cuniforme médiale, fracture C1, C2, C3 avec détachement de multiples fragments intra-articulaires, conservation de la congruence de l'isfranc et une fracture arrachement du ligament antérieur de la syndesmose tibiofibulaire. Donc, les reconstructions 3D. Au total, il s'agit d'un homme, 50 ans, traumatisme étagé du pied et de la jambe gauche suite à un accident de travail, avec au bilan radiologique, fracture luxation de Chopard et fracture bimalléolaire sus-tuberculaire. Donc, que faire? Bien entendu, il s'agit d'une urgence thérapeutique. Il faut admettre le patient, le garder à jeun. Le malade a été acheminé au bloc opératoire à H6 post-traumatique. Donc, au premier temps, réduction osseuse-synthèse de la fracture luxation de Chopard. On a commencé par réduire la colonne du pied et fixation par deux broches C1 naviculaires. Devant l'impossibilité de réduire la calcanio-cuboïdienne et la cuboïdo-naviculaire, on a décidé d'aborder par un abord dorsal et faire une réduction en ciel ouvert du cuboïde. Donc, avec fixation par trois broches cuboïdo-calcaniennes, une broche calcanio-cuboïdo C2, C1 et une broche naviculo C2 cuboïdienne. Dans un deuxième temps, réduction osseuse-synthèse de la fracture bimalléolaire, mise en place d'une plaque AO7 trous externe, embrochage percutané de la malléole interne, vu l'importante dermabrasion en regard, et mise en place d'une vis de syndesmodèle. L'évolution du patient, les suites opératoires ont été simples. Le malade a été mis sur un J3 post-opératoire, ablation des broches et de la vis syndesmodèle à J45 post-opératoire. Voilà les radios à J45 post-op et à 9 mois post-opératoire. À 18 mois de recul, l'examen montre une mobilité 10 degrés de dorsiflexion, 20 degrés de flexion plantaire.
avec un malade qui marche sans batterie, marche sur les talons et les pointes est possible. Donc, je termine avec ce revue de littérature publié en 2023, incluant 58 études qui montrent la supériorité en termes de résultats fonctionnels de la réduction à ciel ouvert dans les luxations pures et les fractures luxations de Chopin. Merci. Merci. Merci, Excellent, Abdelrahman. excellent Merci. résultat. C'est un excellent résultat par rapport à la fracture, hein, sincèrement. Ouais. On ne voit pas beaucoup de résultats comme ça, avec des fractures Si- complexes, aussi complexes. Justement, je pourrais rebondir sur la dernière réflexion de notre ami. Euh, Déjà, quand il y a une luxation pure, ça veut dire que l'énergie a été très importante. L'énergie sera plus importante que quand il y a une fracture luxation. Et les recommandations, c'est quand il y a une luxation pure, ça serait directement d'y aller à ciel ouvert. Oui. Parce que si on fait des tentatives de réduction à ciel fermé, après, on va se rendre compte que ça ne va pas marcher et qu'on va ouvrir et faire la réduction à ciel ouvert, ça sera plus difficile avec les triturations, avec les manipulations. Ça sera plus difficile d'obtenir la réduction, même à ciel ouvert après. Donc, s'il y a des luxations ou une fracture luxation du Chopard patente, évidente, il vaut mieux y aller ouvrir et faire la réduction d'emblée. Un signe clinique qui n'existe pas chez votre patient, et je le dis pour les jeunes, c'est quand il y a une ecchymose plantaire. Alors, quand il y a une ecchymose plantaire, ça veut dire qu'il y a soit un problème au disfran, soit au Chopard, et que c'est grave. Et donc, même si vous avez une radio quasi normale, faites le scanner. D'accord? Parce que quand il y a une ecchymose comme ça veut dire que c'est vraiment l'énergie a été très importante et que probablement les éléments plantaires ont été arrachés. Et donc, même si la radio, parce que dans le contexte d'urgence, et d'autant plus si le patient est un polytraumatisé, peut passer à côté s'il y a des urgences plus graves, disons, on peut passer à côté d'une luxation du lisfranc ou du Chopard qui n'est pas très évidente sur des clichés qui ne sont pas strictement de profil ou de face correctement. Et donc, si vous voyez ce signe, une ecchymose bien centrale au niveau de la plante du pied, il faut que ça fasse tilt dans votre cerveau et vous cherchez à une lésion soit du lisfranc, soit du Chopard. Donc, faire le scanner. Donc, c'est l'intérêt du scanner, Dr. Abdelkef, et surtout des reconstructions 3D. Exactement. 40% à peu près des lésions du Chopard passent inaperçues lors de la première visite. 40%, c'est... Je rebondis sur l'ecchymose. Mohamed, l'ecchymose plantaire, oui, c'est un signe quasi pathognomonique, mais surtout de l'arche médiane. Mhm. Ça nous pousse à chercher une lésion au niveau du tarse, que ce soit au niveau du disfranc ou au niveau du Chopard. Ouais. Donc, le message, c'est l'intérêt Il y a une du scanner. question pour les modérateurs, si c'est possible. Oui, Oui. c'est possible. Une question simple, Mohamed. Alors, maintenant, en brochage ou au vissage? Oui, ça c'est la question. C'est une question qui Reviens. reste. Permettez-moi de juste. Oui. Oui. Alors, le vissage, on le garde plus quand on va faire une arthrodèse d'emblée. Si les lésions sont très importantes et que la comminution, elle est. Donc, on n'arrive pas à reconstruire l'articulation vu l'étendue de la comminution et qu'on a besoin de faire une arthrodèse d'emblée, là, on opte plus pour le vissage. Et comme ça, on a une fixation définitive pour cette articulation qui permettra et qui donnera plus de stabilité qui permettra donc une consolidation dans les délais de l'arthrodèse. Et puis le brochage, si on a des surfaces articulaires qu'on arrive à réduire, à bien réduire, et qu'on va enlever après, hein,
on préconise plus le brochage pour avoir une mobilité articulaire par la suite. Oui. Maintenant, c'est Oui. décrit aussi qu'on puisse mettre même des plaques Pour l'arthrodèse, oui. prothèses et pour le Mm, maintien. Docteur Khalil, je sais que vous êtes adepte de tout ce qui est les arabes et des fixateurs hybrides. Est-ce qu'il y a une place à faire des fixateurs type hybride et mis les arabes au niveau du pied, qu'on ajoute un orthofixe au niveau de la jambe pour les connecter et avoir la réduction et l'embauchage dans le même temps? Et éviter surtout l'aggravation d'état local. Micro. Micro, c'est قليل. C'est essentiellement chez les diabétiques où les délais de consolidation peuvent être plus longs que le normal. Et ça, je rejoins Dr Bouzidi aussi parce qu'on ne traite pas les jeunes. C'est vrai que ce sont des accidents qui apparaissent beaucoup plus chez les jeunes que chez les personnes âgées. Mais chez les personnes âgées, surtout le diabétique, je mettrais volontiers un fixateur externe. Comme ça lui permet d'appuyer et de marcher avec un montage type Elizarov de pied. Si aussi, un deuxième élément, ce sont les luxations C1, C2 qui sont par moments difficiles à stabiliser. Et là, on peut être appelé à visser au niveau de l'espace parce que même la réduction, par moment, n'est pas parfaite. Il nous semble sur la scopie que la réduction est bonne, mais on a souvent des diastasis entre M1 et M2 qui restent mal réduits par défaut de bon, ou d'incarcération du ligament cuneo-métatarsien. Donc, ce sont les deux cas où je mettrais probablement des vis, ou bien les personnes âgées, ou bien s'il y a des lésions ouvertes aussi, là, je mettrais un fixateur externe. Merci, docteur Khalil. Donc, si le troisième cas clinique est prêt, passe au troisième cas clinique qui est le cas clinique de docteur Karim Baacha, je crois. Oui. Oui, c'est le cas clinique de l'hôpital Saint-Loup. ينسالي في الكا كلينيك دابا ينسالي في Coupez les micros, s'il vous plaît. Rabbi, coupez les micros. Donc, il s'agit d'un patient de 39 ans, passager avant d'un camion. C'était un choc frontal donc, entre le camion et le bus, avec un traumatisme assez grave du membre inférieur gauche. Là, on a la vue, donc la photo des lésions cutanées au niveau du pied et les radios faites aux urgences. Sur les radios faites aux urgences, on voit pratiquement que les interlignes sont en place. Il y a un petit diastasis à ce niveau-là, entre donc, le naviculaire et le cuniforme. À part ça, sur la radio de profil, 3/4, radio de face, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on peut mettre sous la dent. Et là, donc, vu la gravité du traumatisme, ça doit nous pousser à faire donc, d'autres examens complémentaires, en l'occurrence le scanner. Le scanner va avoir un avis différent par rapport à la radio, hein. Et on va voir surtout comme à ce niveau-là, une fracture qui est transversale au niveau du naviculaire avec une subluxation talonaviculaire, d'autres lésions donc entre le naviculaire et le cuboïde. Excusez-moi, une communication entre donc, le naviculaire et le cuboïde. Mais surtout, cette fracture transversale, donc c'est un naviculaire qui est scindé en deux, et en deux parties, avec une subluxation de l'articulation. Et surtout, on note la communication qui est assez importante entre le naviculaire et les articulations sus et sous-jacentes. Le patient est pris en charge en urgence. Il a eu
de multiples brochages après réduction. On n'a pas encore le recul, mais il faut juste le message à faire passer par ce cas clinique, c'est que même si les radios ne montrent pas grand-chose, il faut aller faire un scanner, surtout quand l'accident ou bien le traumatisme est assez grave. Je vais juste mettre l'accent sur le diagnostic scanographique et les lésions qui sont passées inaperçues. Ramelt a fait un très bon article qui a passé en revue pratiquement toutes les lésions de l'articulation de Chopard, avec une classification donc des lésions ligamentaires et les lésions osseuses. Il a parlé surtout du traitement chirurgical et sur le traitement chirurgical à foyer ouvert, surtout afin de remettre en place les surfaces articulaires, un contrôle visuel et une réduction presque parfaite des surfaces articulaires va donner donc la chance au patient d'avoir un résultat donc un résultat fonctionnel qui est plus acceptable. Donc il a interdit pratiquement, comme l'a dit Dr Abdelkefi, la réduction à foyer fermé, car ça donnera pratiquement toujours, surtout avec les fractures luxation, une mauvaise réduction et par la suite un mauvais résultat. Le deuxième article de l'équipe de Hanovre qui ont travaillé beaucoup sur les fractures luxation du pied, cette équipe-là, donc elle part pratiquement toujours pour un traitement chirurgical à foyer ouvert des fractures luxation de l'isfranc. Et en cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cas de comminution très importante et d'impossibilité d'avoir une réduction articulaire presque parfaite, d'aller faire les arthrodèses d'emblée, vu que les défauts de réduction au niveau des articulations de Chopard ou du lisfranc donnent toujours un résultat fonctionnel mauvais, avec surtout beaucoup de douleurs résiduelles. C'est ce que j'ai à dire à propos de ça. Je vous passe la parole. Merci, docteur. Le message, c'est faire le scanner, réduire à ciel ouvert et avoir une réduction anatomique. Même avec un bilan radiologique qui paraît normal initialement. Oui, exactement. C'est la clinique, il faut, surtout chez les polytraumatisés. Si on est focalisé sur les lésions donc, assez visibles comme les fractures du fémur ou fractures de jambes ouvertes et qu'on a un œdème au niveau du pied, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut bien examiner, surtout demander un examen d'imagerie complémentaire. La réduction donc, à foyer ouvert, surtout en cas de fracture luxation, il ne faut pas se contenter d'une réduction par des manipulations externes. Et en cas de comminution très importante, privilégier l'arthrodèse d'emblée au lieu d'y aller à deux fois. Comme indiqué dans l'article de Hanovre, oui. il faut faire attention au syndrome des loges. Tout à fait. Au niveau du pied et ne pas hésiter à faire des incisions de décharge parce qu'on peut faire une très belle réduction et après le pied ne sera pas fonctionner à cause d'un syndrome. Et puis la réduction à foyer ouvert, elle va nous permettre de décharger les choses. Quelles sont les incisions, Karim? C'est des incisions dorsales. Il privilégie les incisions dorsales, que ce soit dorso-médial ou dorso-latéral. Ça permet les incisions de décharge et puis la réduction. Que ce soit de la colonne médiale. Le canal tarsien. Pardon? Karim, le canal tarsien, il ne l'ouvre pas systématiquement. Non, le canal tarsien. Non, parce que sincèrement, le canal tarsien, il ne sera pas endommagé. Hein, c'est un peu plus haut. Hein. Au niveau, en rétromalléolaire, au niveau. Si c'est des fractures du pilon tibial, peut-être, mais au niveau du pied, généralement, il n'est pas touché. C'est des syndromes canalaires au niveau des loges du pied et pas de la cheville. Oui.
Et s'il n'y a pas de questions au niveau de l'audience, on peut passer au quatrième cas clinique. سي فخر الدين. بس مش لا سامحني. لا c'est l'équipe militaire. ميليتير سامحوني. هادي. Bonsoir tout le monde. Je Donc, l'équipe partage. militaire, bien sûr, on va parler de traumatisme balistique. Donc, on ne maîtrise que ça. Donc, je partage Alors, vous mon maîtrisez beaucoup écran. d'autres choses aussi. So, I'm presenting a case of a 32-year-old active military member with accidental ballistic trauma to the left foot. In our emergency department, bleeding was controlled with hemodynamic stability and correct vital signs. Immediate antibiotics were also used. A 1 centimeter entry wound on the plantar aspect of the foot was noted with a 3 centimeter exit wound on the dorsal aspect. There was gross contamination, poor perfusion of the fourth and fifth toes, and reduced plantar sensation, with no signs of burns due to the boots worn. X-rays and CT scan revealed comminuted fractures of the fifth metatarsal with severe bone loss and multiple foreign bodies. So, what do you suggest for this patient immediately? Debridement and external fixation, debridement and internal fixation with plate, debridement and K-wire fixation and cemented spacer, or complete fifth ray amputation. In our case, we choose to preserve the lateral arch of the foot, and we used the Mascoet technique. In the first stage of our technique, irrigation and large debridement of devitalized and contaminated tissues were performed to minimize the chances of infection. And a cemented spacer was placed into the lateral aspect of the foot after conserving the head and the tuberosity of the fifth metatarsal. For the second stage of this technique, which graft would you suggest? Cancellous bone from the femoral cavity, iliac crest, free non-vascularized fibular grafting, or free vascularized fibular grafting? In the second stage of our technique, the cement block was identified and noted to have developed a significant membranous type of encapsulation in the area of the soft tissue flap, and no evidence of any infection was noted. Free non-vascularized fibular graft was used after perforating it and filling it with cancellous bone. The graft was placed preserving the length of the lateral arch and the fifth metatarsophalangeal joint, and was fixed with K-wires. At the last follow-up of 9 months, X-rays showed healing of the graft with good functional outcome. The patient returned to activities of daily living and is able to fit into normal footwear.
So, gunshot-related injuries to the foot remains a real challenge for the reconstructive surgeon, and its severity is influenced by the target distance, firearm, and the type of ammunition. Literature shows that techniques in the management of massive soft tissue and bony wounds continue to change over time, helping to restore the best possible function. And recent reviews provide specific guidelines to help surgeons in treating these ballistic injuries to the foot. The muscular technique is used for bone defects after ballistic injuries to the foot, providing an excellent option for reconstruction. And in this technique, the cement block acts as foreign body, creating an encapsulated vascularized site with mechanical roll that hinders fibrous tissue invasion into the recipient side, and biological roll that induces a surrounding vascularized membrane which prevent graft resorption. In our case, it helped also to maintain lateral arch length and provided prophylaxis against deep infection. Autograft remains the best choice, and free fibular transfer can be used if the defect exceeds 6 to 8 centimeters. The muscular technique can be used for bone defect up to 25 centimeters, with an average of 8 months to become fully weight bearing. And thank you. Thank you. Merci, Hadi, pour le cas. Excellent cas, excellent résultat. C'est comme ça. Bon, حرمتوه une bonne réforme. ما جايش باش يرجع, donc il va repartir au front, le pauvre. Oui, oui, il est revenu. Juste pour mettre le point sur qu'est-ce qui a conditionné notre attitude thérapeutique, c'était que la balle était une balle blindée. Donc, ce n'était pas une balle semi-blindée, elle n'éclate pas. Et la fracture est survenue sur le trajet linéaire de la balle. Donc, le refil d'entrée et le refil de sortie étaient punctiformes. Et généralement, lorsqu'on a des dégâts osseux aussi importants, on n'a pas de dégâts ligamentaires ni des parties molles si importantes qui suivent avec. Le fait d'avoir le cartilage TETM5 préservé, ça nous a encouragé à préserver tout l'orteil, tout le cinquième rayon. Et en utilisant le fibula non vascularisé, on a une technique. Donc, on prend le fibula et on le remplit avec du spongieux et on fait des trous pour qu'il canalise donc, la région qui est un peu dévitalisée due au traumatisme balistique. Donc, on a une classification qui c'est sûr la classification de Goustillou ou la classification de Cauchois, mais on ajoute à laquelle les caractéristiques de la balle et le trajet de la balle et les dégâts des parties molles associées. Ça, c'est une petite réflexion en matière de traumatisme balistique. Vous ne l'avez pas encore publié, Khalil. Vous avez une bonne série maintenant de péronés perforés remplis de... Oui, on a une dizaine de cas avec du péroné perforé. On garde le périoste et une couche de muscle, on perfore le péroné et on le remplit par du spongieux et on le met, donc, et ça marche. Très bien. Concernant les lésions balistiques, en Tunisie, bon, on n'en avait pas l'expérience, on avait juste des cas sporadiques, nous, je parle des civils, jusqu'à la Révolution, où là, on a eu un afflux, je me rappelle la garde du 13 au 14 janvier, on a eu Mohamed Ben Salah, qui a été résident de garde, on a eu 20 admissions, 17 opérés le soir même. Donc, on ne s'était jamais vu chez nous, donc ces plaies balistiques. Et donc, pour les jeunes, je parle sous contrôle de l'armée, ces lésions sont très souillées. D'accord? Il faut imaginer que pour bien huiler les machines, pour bien huiler les armes, il y a des huiles, il y a des substances. D'ailleurs, c'est ces substances-là que les chiens reniflent, les chiens renifleurs d'armes reniflent, et qui sont faits pour lubrifier les mécanismes et qui sont collés à la balle et qui vont donc pénétrer, par exemple, les vêtements, le brodequin dans ce cas ici, et faire rentrer toutes les saletés qui existent jusqu'au niveau de l'os. Donc, il ne faut pas imaginer que quand c'est une arme à feu, il va y avoir du feu, donc ça va stériliser, ça ne va rien stériliser. Ce sont des plaies très souillées. Et bien sûr, ça dépend du type de balle, parce que les balles
donc qui explose, notamment l'alarme la plus fréquente, l'arme de service de l'armée tunisienne. C'est des balles qui font des lésions de cavitation et qui explosent, et chaque fragment osseux devient lui-même un projectile. Et donc, il va s'enchasser. Juste une petite correction. C'est une petite correction. C'est des balles blindées qui ne font pas d'explosion. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement de main. Oui, oui. Les balles blindées, c'est comme si c'est un coup de couteau qui rentre. Oui, ils font un trajet linéaire, comme ça, puis ils font une cavitation et ils sortent. Donc, si le patient est chanceux, la fracture survient sur le trajet linéaire. Voilà. S'il n'est pas chanceux, elle va survenir sur le trajet de cavitation, ça va créer une grosse cavitation. Pour notre patient, il est revenu sur le trajet linéaire. Ouais. La cavité temporaire est plus petite que pour les balles à très haute vitesse, Ashtair ou Kalachnikov, qui font des cavités temporaires très grosses, et qui font énormément de dégâts. Donc voilà, bon, la technique, moi je te pousse à la publier. 12 cas, c'est déjà une bonne série et je ne pense pas qu'elle a été décrite ailleurs. C'est un excellent cas clinique avec tout le résultat. Des étapes de la membrane induite de masquelée, la greffe, le résultat avec un bon recul. Surtout, c'est au niveau de l'arche externe du pied qui constitue un point d'appui assez important pour une démarche normale. Donc, si le patient n'avait plus cette arche externe, il aura un grand problème de déambulation, de déroulement du pas et des métatarsalgies par la suite. Des métatarsalgies au niveau des rayons latéraux contigus, dont le traitement n'est pas évident. Donc, reconstruire cette arche externe constitue vraiment une prouesse technique et puis d'un apport très important pour le patient. Juste, يعطيك الصحة. Si tu permets, Khalil. Khalil, si tu permets, j'ai juste un petit commentaire concernant un petit peu. C'est un cas qui est très intéressant. J'étais un petit peu surpris de voir que certaines, vous avez dit que vous allez faire une technique de masquelé, et certaines qui proposent dans leur réponse un péroné vascularisé. Donc, la technique de masquelé, c'est fait pour faire une membrane induite et c'est utilisé pour mettre de l'os mort, ce n'est pas de l'os vascularisé. Si on devrait faire un péroné vascularisé, on devrait le faire en urgence, après débridement, rapidement. Vous pouvez par la suite les vaisseaux ou brancher. Et puis, on le fera pour des persistances qui sont un peu plus importantes, pas de persistances qui de faible grandeur, où la technique de masquelé donne de très, très bons résultats avec de moins de difficultés techniques. S'il vous plaît, fermez les micros. Ceux qui ne participent pas à la discussion, fermez les micros, s'il vous plaît. Quand même des incisions de décharge aussi dans les lésions phalliques pour prévenir le syndrome de Loge ou non? Non, on ne ferme pas les orifices d'entrée et de sortie. On les respecte pour prévenir le syndrome des loges. En matière de traumatisme balistique, on fait juste un débridement de la cavitation primaire qui m'a passé à Abdelkafi, mais on ne ferme jamais ni la porte d'entrée ni la porte de sortie. Khalil, c'est comment c'est rentré en plantaire? Généralement, on se tire une balle dans le pied, ça va de dorsal en plantaire. C'est un autre... En courant, il a reçu une balle en courant. Donc, lorsqu'il a soulevé le pied, elle a fait tuer. D'accord. Donc, il en fuite ou il a tiré... En fuite, oui. En fuite, oui. Il a tiré par derrière et ça a traversé la plante du pied. Donc, c'était un tir de sommation, quoi. Juste une question, docteur Khalil. Dans ces cas, au niveau du pied,
Donc, on n'a pas assez suffisamment de muscles. Est-ce que au moment de la chirurgie, la greffe, donc après, je pense à 6 semaines, hein, est-ce que vous avez individualisé correctement la membrane à ce niveau, au niveau du pied? Est-ce que c'est Oui, visible, oui, le il greffe? était bien individualisé. Il ne faut pas oublier, Benoît, que c'est des jeunes qui sont sportifs avec une bonne musculature. C'est une Là, population militaire active et c'est des soldats d'assaut qui participent au combat. On a ce privilège d'avoir une bonne population de jeunes musclés et sportifs et ça aide énormément. là, juste à la localisation au niveau du pied ou distal, donc on n'a pas suffisamment. Tu as systématiquement à 6 semaines, Oui, deuxième temps. je l'ai fait à 6 semaines. Non, je l'ai fait à 6 semaines, Ouais. systématiquement à 6 semaines, et avec un bilan biologique hebdomadaire, une surveillance de l'état local, et lorsque tout est rassurant, et surtout un bilan nutritionnel correct, avec une bonne protéinémie, une hémoglobine correcte, on y va pour la greffe. Et Khalil, Oui, au niveau du pied, et surtout la surface plantaire, elle est très épaisse. Ce n'est pas une peau fine. Donc, on a un capiton plantaire qui protège le masquelé. Deuxième point, juste une petite astuce en cas de métatarsien. Idéalement, on a repris une longueur du cinquième méta, mais qui n'est pas parfaite. Alors, juste une astuce quand on fait le premier débridement, c'est qu'on broche la tête du 5 à la tête du 4 dans la bonne longueur. Comme ça, on est sûr qu'on a bien rétabli la longueur de M5. Pour ce qui est de la durée de masquelé, actuellement, ce qui est recommandé, c'est 4 semaines par Alain Charles Masquelé lui-même. On a raccourci la durée du masquelé jusqu'à 4 semaines, avec un ciment sans antibiotiques. oui, c'est moins inerte. Oui. Et, Je ne sais pas s'il y a des questions de l'audience, donc la discussion. c'est revenu à des cas sporadiques, alhamdoulilah, Inch'Allah, Rabbi baqi sadr. Oui, ou bien Niran Sadiqa, il se tire seul, eux-mêmes. Donc, s'il n'y a pas de questions dans l'audience, on passe au dernier cas clinique, qui est le cas clinique du docteur Fahreddine Triki. Bon, chers collègues, chers amis, bon, c'est un dossier que j'ai préparé hier. Donc, c'est une femme de 50 ans et qui a eu la chance de tomber dans les escaliers. Elle a eu un traumatisme au niveau de la cheville droite avec 7 fractures. Ça a été tombé le 26 juillet 2022. Cette fracture au niveau du talus, on la voit, sur le cliché de face et sur le cliché de profil. C'est le corps du talus. Je l'ai vu le 4-8, donc après à peu près plus qu'une semaine. Enfin, donc, avec cette fracture, on voit qu'il y a une subluxation au niveau de la soutalienne. Et le scanner qui a été fait, on passe de haut en bas, et on voit ce fragment, donc postéro-interne, déplacé, avec cette luxation au niveau de la soutalienne. Voici quelques images faites par le radiologue sur les coupes sagittales, sur les coupes coronales. Ça, c'est une reconstruction. Donc, le chirurgien qui se met à la radiologie utilise un logiciel pour faire les reconstructions 3D, mais ce ne sont pas les belles reconstructions. C'est celles du radiologue qui sont de loin meilleures. On voit ce fragment dans la postéro-interne et cette fracture au niveau du corps du talus. Comment classer cette fracture? Si on voit le talus, donc le talus, on voit que c'est un os qui est constitué de plusieurs fragments, donc la tête, le col
le corps et des apophyses articulaires, l'apophyse latérale et une apophyse postérieure. Donc, c'est souvent donc, entouré par des articulations. Il n'y a aucune insertion musculaire à ce niveau, il y a uniquement des capsules d'articulation. Donc, au point de vue vascularisation, la vascularisation est faible. Il y a un arc vasculaire qui vient de l'artère péronnière, l'artère tibiale postérieure et l'artère tibiale antérieure. Et on voit que cette vascularisation est très pauvre entre la partie antérieure et la partie donc postérieure. Et on voit un petit peu ce segment que la partie postérieure est essentiellement vascularisée par l'artère tibiale postérieure et la partie antérieure est vascularisée essentiellement par l'artère tibiale antérieure et la partie latérale par une branche de la péronnière. Si on voit du point de vue donc, articulaire, on voit qu'il ne faut pas avoir des fractures au niveau de la tête, du col, plutôt, col, les fractures au niveau du corps, ou bien les fractures de l'apophyse latéral process, ou des fractures du postérieur process. Et il a certaines donc, abréviations qui ont été utilisées par là-haut pour dire que les fractures du corps, c'est classé comme C. Donc, si on voit la classification qui est la plus connue, c'est celle de Hawkins, c'était donné pour les fractures du col de l'astragale, pas du corps de l'astragale. Et on voit le type A où il n'est pas déplacé, le type B qui a un petit déplacement, le type C où il y a une luxation du fragment postérieur, et le type D ou le type 4 où il y a une luxation de la partie antérieure, donc entre le talus et le scaphoïde tarsien, et une luxation donc postérieure au niveau de la soutanière, type 4. Concernant les fractures du latéral process, donc ils sont trois types, c'est toujours selon Hawkins, type 1, type 2 et type 3 où c'est vraiment franchement commutatif, et on peut avoir une fracture de la fracture du postérieur process, surtout particulièrement chez les danseurs. Pour notre cas, là, c'est une fracture qui touche le corps, elle peut être parcellaire, donc C1, elle peut intéresser le corps, C2, et un petit peu décalée, elle peut être commutive, elle est C3, et pour notre cas, elle est commutive et elle est associée à une subluxation inférieure. Quelle serait la voie d'abord pour cette fracture? Donc, la voie d'abord, j'ai choisi une voie d'abord donc postérieure interne, qui va passer entre le paquet, entre le muscle flexeur de la luxe et le tendon d'Achille, un fragment postérieur interne, et c'est là où on va découvrir l'articulation. On peut faire, dans certains cas, ça dépend de l'anatomie de la fracture, s'il y a une extension, on peut faire une ostéotomie en même temps de la malléole interne, et dans certains cas, si la fracture va du côté externe, faire une ostéotomie de la malléole externe. Voici l'abord que j'ai réalisé, donc peut-être à 2 semaines de la fracture. On voit cet abord-là, on voit le talus, et après réduction par des broches, et j'ai mis 2 vis, et voici les 2 vis mises, et on voit la qualité de surface articulaire du talus. Ça, c'est ce qui est proximal, ça, c'est ce qui est distal. Et on voit là le talus et ce fragment postérieur interne qui a été vissé, réduit et vissé. Voici le contrôle scopique de la réduction. Donc, par la suite, la malade, j'ai mis dans un plâtre, et elle a interdiction d'appui pendant 12 semaines, donc à peu près 3 mois. Donc, à l'ablation du plâtre, elle a commencé à faire une ergodystrophie. Je vous montre un petit peu l'évolution de la consolidation. Le 10-12, donc à peu près 3 mois, elle est consolidée, autorisée d'appui, et puis le 9-2, et puis à 1 année, le 8-8 2023, on voit que la fracture est parfaitement consolidée, il n'y a plus d'ergodystrophie. La malade se déplace bien, je ne l'ai pas pris en photo comme ont fait mes amis, mais elle va bien. Et puis je l'ai vue, puisqu'elle voulait
avoir un dossier de retraite anticipée, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Elle va jusqu'à maintenant bien. Heureusement, il n'y a pas de nécrose, mais pour le moment. Merci pour votre attention. Merci, c'est Ferdinand. Yes, Toujours des cas très bien documentés. Vous Oui. avez gardé l'esprit universitaire jusqu'au bout. يعطيك الصحة. Vous avez utilisé des vis filetées, c'est pas Ferdinand, double filetage, mais la tête est filetée ou la Là, ce sont des vis, donc des vis en titane. En double filetage, un seul filetage, ce ne sont pas doublement filetés. Est-ce que vous faites un countersink, c'est-à-dire un enfouissement des têtes de vis? Un enfouissement qui Gardez m'a saillantes. Mais c'est bon, avec un petit quelque chose, j'ai ouvert un petit peu le cartilage pour enfouir la tête. D'accord, Mais voilà. ce ne sont pas des headless. D'accord. Hmm. Le message, c'est L'avantage dans ce cas, c'est qu'ils étaient strictement postérieurs, c'est Abdelkafi. Donc, même en faisant un maximum de dorsiflexion, ça n'atteignait pas l'articulation. C'est pas comme les vis antérieures. le message, c'est quand on fait un vissage sur du cartilage, il ne faut pas laisser une saillie de la tête. C'est soit des headlets, donc de toute façon, elles rentrent, soit on fait un enfouissement, donc on agrandit un peu le cartilage pour que les têtes soient à ras du cartilage. Allez, est-ce Une que c'est un question, vissage direct? Ce n'est pas des vissages en percutané. C'est un vissage donc simple, c'est un ciel ouvert. je crois qu'il y a des questions, Khalil. Il y a une question dans l'audience, c'est pas Ferdinand. Oui. L'audience demande est-ce que c'était un visage de rappel ou bien c'était un visage direct. Direct. Un vissage direct. Direct. C'est quand on est dans l'autre sens et qu'on rappelle le fragment. Là, on est sur c'est un vissage direct. et on le colle sur le gros fragment qui est resté en place. Oui. Tu n'as pas été tenté de la faire sous arthro. Tu n'as pas été tenté de la faire sous arthro. Non, c'était mon premier cas où j'ai fait un abord postérieur. Et donc, je n'ai pas l'habitude. Quand je commence par un abord postérieur, je vois un petit peu les choses. L'arthrose, surtout si on va faire des dégâts vasculaires pour mieux voir, je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment... Je rejoins le docteur de Khaled parce que l'arthroscopie postérieure de cheville donne donc un jour qui est suffisant et avec donc les nouvelles procédures, on arrive à bien visualiser le fléchisseur de la luxe qu'on va éviter et puis on a un excellent abord sur la tibiotalienne en postérieur et voire même la sous-talienne. Donc, sous arthroscopie, ça aurait été possible. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible. Juste, docteur Fakhreddine, est-ce que بعد l'exposition, vous pensez à une ostéotomie, est-ce que le mieux possible de faire une ostéotomie pour تعطيك une bonne exposition ou l'exposition avec cet abord était suffisant, mais j'aurais pu faire une ostéotomie. Mais c'était suffisant. J'ai pas voulu faire une ostéotomie. La vascularisation du talus est précaire. J'ai voulu des attaches, pas faire de décollement, des attaches capsulaires pour mieux garder la vascularisation de ce petit bout. Tout venait l'articulation, l'artère tibiale postérieure, ça. Merci pour ce très beau cas, docteur Triki. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Oui, si vous avez des questions. Bonsoir. C'était très intéressant. Merci. Bravo, très beau cas. Bravo. Merci beaucoup, les observateurs. C'est Fakhreddine, vous avez donné un traitement pour l'algodystrophie ou ça s'est tassé tout seul? L'algodystrophie, c'est que je prêche les bonnes paroles. Donc, le théâtre, de la vitamine C. Et si on rassure tout le temps la patiente, la rééducation avec chaud, froid, les bains écossais, etc. Donc, il ne va pas quelque chose de plus. Donc,
Si tout le monde a fini, donc on peut lever l'audience et rappeler le prochain rendez-vous. C'est quoi le thème déjà? C'est mardi, la prochaine. La prochaine, c'est toujours le premier lundi du mois. C'est le premier lundi du mois. Ça sera le thème pédiatrique, les C'est une inégalités question pédiatrique de sur l'égalité de longueur. Faites par سي مراد Ah, جوجو. مراد مرحبا بك مراد. مرحبا وي مراد. نعطيكم الصحة سي كان عندي دورتوبيدي ودي Mais, et donc, inégalité de longueur, ça sera le prochain thème, Inch'Allah. À la prochaine. Je vous laisse lever la séance. يعطيكم الصحة. إن شاء الله نقول لكم أبيانتو. إذا كان تحبوا نعملوا فوتو دي جروب نصوروكم الناس كلها. Oui, oui. نقعدوا Allez, نحط الفيس على الأول. نحطوها على الباج فيسبوك. وقفوا كاميرا ناس كل كاميرا. شوفوا الكاميرا متاعكم برشا من السكر في الكاميرا ها. عشانين سي فخردين. خرجوا, ils étaient 61, ils sont plus que 46. يقعدوا كان اصحاح معناتها. يعطيك بالصحة يا سيدي. صباح على خير. Merci tout le monde. على خير. Merci tout le monde.